Bonjour à tous. Au sommaire des chroniques ce mois-ci, les petites phrases assassines des profs par Richard de Wever, la bonté mode d'emploi par Florence Delaune, les vertus retrouvées des managers introvertis par Yves de Montbron, la psychologie positive par Tal Ben-Shahar et quelques infos sur sa venue exclusive à Paris à la fin octobre par Sabrina Palombo. Et pour finir, une revue des grands titres de la presse psycho et bien-être du moment. Quels sont les articles que nos professionnels ont retenus ce mois-ci dans la presse spécialisée? Je vous propose de les découvrir sans plus attendre. Ce mois-ci, j'ai souhaité me plonger dans l'article d'Hélène Fresnel que vous pouvez retrouver dans Psychologie Magazine de septembre. Avec le titre « Les petites phrases assassines des profs », je me suis dit voilà un sujet d'actualité qui va accompagner notre rentrée. Peut mieux faire, nul, vous êtes une catastrophe. Ces remarques écrites ou orales des enseignants s'oublient rarement. Certes, les choses ont évolué depuis les années 1930. Les collégiens ne sont plus brutalisés par les professeurs obtus, tyranniques et tout-puissants. Mais les élèves souffrent aujourd'hui encore des commentaires désobligeants qui les ont littéralement crucifiés sur place. Alfred Adler, le pionnier de la psychologie des profondeurs, explique à quel point les mauvais carnets scolaires continuels ou la réputation de cancre pèsent lourd sur l'esprit de l'enfant. La philosophe Nicole Prieur insiste sur l'impact de la parole professorale. Les appréciations des enseignants, qu'elles soient positives ou négatives, font office de verdict pour l'enfant. Pour l'enfant, le professeur est perçu comme le spécialiste de la matière qu'il enseigne. Il sait donc forcément ce que je vaux, et ce qu'il dit de moi est forcément la vérité. Sans compter que si l'enseignant pense cela de moi, tout le monde le pense aussi. Mes camarades pensent aussi que je suis nul. L'enfant isolé, dans son coin, va devoir se battre contre cette représentation que l'on peut aussi appeler croyance limitante. Selon Brigitte Prodt, psychopédagogue, ces remarques assassines entament à la fois le narcissisme et l'estime de soi des élèves. La parole du professeur, même si on le chahute, a une valeur de jugement. À 6-7 ans, un cap est franchi. D'abord, l'évaluation scolaire devient plus forte qu'à la maternelle et l'enfant devient perméable à un jugement extérieur qui n'est plus aussi bienveillant que celui des années de maternelle. L'estime de soi se construit à travers le regard extérieur, mais aussi à travers les paroles prononcées sur nous. Certains mots sont aussi traumatisants que des gifles, nous confie Catherine Audibert, psychanalyste. Donner espoir et foi face à l'avenir devrait être le principal objectif des enseignants selon Alfred Adler. Si certains peuvent endommager les psychés, d'autres peuvent aussi les sauver. Bonjour, j'ai lu pour vous un article intitulé « La bonté mode d'emploi dans le monde de l'intelligence numéro 38 de septembre-octobre 2014 ». La thèse selon laquelle l'altruisme au sein des espèces serait un gage de survie à moyen et long terme a bien sûr été développée depuis le XVIIe siècle. Mais la nouveauté de notre ère est l'utilisation de l'imagerie cérébrale qui analyse les réactions de notre cerveau en situation. On a pu montrer que les actes de générosité et de coopération créent des stimulations des zones de la récompense au niveau du cerveau. Être altruiste rend heureux. Une étude auprès de 240 000 personnes vivant dans 136 pays différents a confirmé que cette attitude spontanée à l'altruisme est universelle et se manifeste dès le plus jeune âge sans que l'éducation entre en jeu. Les auteurs évoquent même une forme de contagion. Ces résultats n'empêchent pas la prise en compte de l'égoïsme et de la violence, ni de la nécessité d'une certaine dose d'ambition personnelle pour s'épanouir. Les auteurs nomment ce comportement l'optiréalisme, partir d'un a priori optimiste sur la nature humaine tout en restant réaliste. Nous sommes donc loin d'une gentillesse béate. La proposition est d'observer une bonté par choix et d'en voir les effets sur soi et sur les autres. Pour ceux qui resteraient sceptiques, les auteurs rappellent les exemples de figures politiques comme Nelson Mandela ou les expériences de systèmes participatifs qui se développent très fortement actuellement. Bonne lecture! Bonjour, ce mois-ci j'ai été particulièrement intéressé par l'article « Les vertus retrouvées des managers introvertis » dans le magazine Management de septembre. Au début du XXe siècle, Carl Gustav Jung a identifié deux profils de personnalité bien distincts. D'un côté, les extravertis, qui ont besoin d'être dans un environnement stimulant,
de beaucoup parler, de convaincre par leur enthousiasme, qui réfléchissent à voix haute et décident vite. D'un autre côté, les introvertis qui ont besoin d'écouter, de réfléchir avant de parler et de mûrir avant de décider. Les introvertis puisent leur énergie dans le silence et le retrait. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, après des années de glorification des extravertis, champions de la confiance en soi, de l'énergie, de la séduction, eh bien, on redécouvre les vertus des introvertis. En effet, leur style de management, fondé sur l'écoute, l'attention aux autres et la valorisation de l'équipe, est particulièrement apprécié de leurs collaborateurs dans une période où la motivation des équipes et la qualité de la relation sont essentielles. D'ailleurs, selon un institut américain, un dirigeant sur 2 et 6 managers sur 10 seraient des introvertis. L'article met en avant 4 qualités des introvertis. Premièrement, ils sont redoutables dans la négociation car ils savent faire de leur réserve une force. Ils laissent les autres s'exprimer, ils écoutent avec attention, ils réfléchissent, et c'est ce recul qui leur permet de peser calmement le pour et le contre et de décider posément. Deuxième qualité, lorsqu'ils prennent la parole, tout le monde tend l'oreille. Comme ils parlent peu, leur parole a davantage de valeur. Ils sont plus à l'aise en tête-à-tête qu'en groupe, mais ils savent tout de même défendre leur point de vue en réunion. Troisième atout, ils sont appréciés de leur équipe, car leur modestie et leur style de management plaisent. Comme ils ne cherchent pas à se faire mousser, ils ne tirent pas la couverture à eux et ils savent valoriser leurs collaborateurs. Ils sont d'ailleurs particulièrement appréciés de la génération Y qui préfère la culture d'équipe, le dialogue et le soutien. Quatrième point fort, ce sont des leaders à la force tranquille, car leur charisme discret rassure et apaise leurs troupes. Contrairement aux apparences, les introvertis ne sont pas timides ou hésitants. Ils savent parfaitement se montrer fermes, décidés et fidèles à leurs décisions. Vous trouverez dans le magazine Management un test personnel qui vous permettra de déterminer votre tendance naturelle entre introversion et extraversion en 10 questions. Et s'il s'avère que vous êtes un manager plutôt extraverti, ne désespérez pas, ça se soigne. Vous pouvez retrouver cette chronique sur mon blog manager-positif.com et vous pourrez même télécharger le test pour y répondre tranquillement depuis chez vous. Merci de votre attention et à bientôt. Dans Psychologie Magazine, ce mois-ci, une figure majeure de la psychologie positive fait le point sur ce courant de la psychologie qui s'intéresse exclusivement aux conditions du bien-être. Tal Ben-Shahar, docteur en philosophie et psychologie, enseignant à Harvard, revient sur son parcours, ses performances sportives, ses études brillantes, mais aussi sa sensation de vide, jusqu'à ce qu'il s'autorise à faire quelque chose qui avait du sens pour lui. Il explique l'importance du moi intérieur à côté de ce moi social que nous connaissons tous. Nous avons tous, sauf quelques cas rares, le désir de vivre, d'apprendre et d'avancer. La question est, le cultivons-nous ou avons-nous tendance à l'étouffer ? Bien que son dernier livre, Choisir sa vie, suggère que nous sommes responsables de faire ou pas notre bonheur, Tal Ben-Shahar conseille tout de même à une personne déprimée de commencer par aller voir un thérapeute. Vous trouverez en tout cas des conseils si vous souhaitez travailler sur vos résistances. La répétition, les rappels sont efficaces, mais aussi la méditation, qu'il pratique lui-même quotidiennement. Enfin, il invite les lecteurs à élargir leur vision du bonheur. Pour savoir comment, il faudra lire cette belle interview accordée au magazine Psychologie, à qui il réserve aussi une conférence unique en France. Ce sera le 20 octobre prochain à Paris. Sans transition, que trouvons-nous dans les kiosques en ce mois de septembre 2014 ? Voici notre sélection. Le cerveau peut-il résister à la publicité ? Cerveau et Psycho consacre un dossier détaillé sur les méthodes utilisées par le neuromarketing. Vous allez être surpris. L'essentiel, Cerveau et Psycho, vous présente sa nouvelle formule et consacre son dernier numéro à l'enfance. Grandir, comment l'enfant se construit, avec des dossiers intitulés « Comment pensent les bébés »,« Les théories de l'esprit »,« Grandir dans un monde numérique » et bien plus encore. Comment retrouver du temps dans le tourbillon de la rentrée ? C'est le dossier que vous propose Psychologie Magazine. Dossier pratique de psychologie, spécial langage du corps, développe les sujets tels que l'importance de la communication non verbale, apprendre à lire les gestes des autres, apprendre à observer, acquérir du charisme et bien plus encore. Féminin Psycho répond aux questions liées au coup de foudre, un fantasme ou une réalité, et parmi tous les autres titres, la culpabilité, s'accorder le droit à l'erreur, un sujet de la plus haute importance.
Inexploré, le magazine de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, consacre son trimestriel aux états modifiés de conscience avec en prime un entretien exclusif de l'hypnotiseur Mesmer. Voilà pour ce qui est de notre sélection ce mois-ci. Certains de ces numéros sont des bimestriels, voire trimestriels. Je vous invite à regarder le numéro précédent des Cahiers de la Presse dans lequel je vous ai énuméré d'autres magazines encore en vente en ce moment. Avec notre équipe de chroniqueurs, j'espère que vous avez apprécié ce numéro et qu'il vous encouragera et aidera à choisir votre lecture des jours à venir. Je vous invite à poster vos commentaires en bas de cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne pas rater le prochain numéro des Cahiers de la Presse, une revue de la presse psycho et bien-être. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et une bonne rentrée. À bientôt.